Bonsoir à tous, il est 18 h, vous êtes à l'heure, nous aussi, jeudi 28 janvier. Merci de nous rejoindre pour le JT dans l'actualité ce soir. Un troisième confinement dans les prochains jours, plus souple comme celui de cet automne ou alors resserré comme au printemps. Les décisions du gouvernement à ce sujet sont attendues dans les prochains jours. Emmanuel Jaude est allé à la rencontre des commerçants de Chambéry cet après-midi prendre la température. Toute la semaine dans notre série de la rédaction, Victoria Lopez nous emmène à la rencontre des étudiants qui ont connu des mois particulièrement difficiles, loin de leurs enseignants et camarades. Ce soir, échange avec Déborah, apprentie en puériculture à la maison familiale de Thônes. Mais avant, les Pays de Savoie en vigilance orange, pluie, inondation et avalanche. Les précipitations, vous l'avez certainement vu, sont fortes depuis mercredi soir et se poursuivent. Le pic est attendu demain, vendredi matin, jusqu'à 1,20 m de neige au-dessus de 2000 m et 150 mm de pluie localement. Des coulées de boue, des inondations et des avalanches peuvent se produire. À Val d'Isère, d'ailleurs, il était 13h15 cet après-midi lorsqu'une avalanche s'est déclenchée dans le secteur de Bellevarde sur une zone de montagne non tracée, non sécurisée. 4 personnes, des randonneurs en raquettes qui n'étaient pas équipés d'ARVA, ont été ensevelies. Les secouristes sont intervenus rapidement. Vous le voyez, plus de 100 personnes, dont 6 maîtres chiens, pisteurs, gendarmes, moniteurs saisonniers ont participé aux recherches. Aucun décès heureusement, mais un blessé grave secouru à 15h35. Les 3 autres personnes ont été évacuées avec des blessures légères. Autre versant du côté de Pézénan-Croix, toujours en Tarentaise, plusieurs coulées ont eu lieu cette semaine. Elles ont notamment été filmées par des guides de la compagnie des guides et accompagnateurs de la Vanoise et partagées sur la page Facebook. Le risque d'avalanche est partout de 4 sur 5 en Pays de Savoie. Les activités en montagne sont donc fortement déconseillées. Le risque d'inondation est aussi fort compte tenu des précipitations déjà enregistrées en Savoie. Le tronçon au Rhône en amont du Guiers a été placé ce jeudi matin en vigilance jaune par le service de prévision des crues. Il est vivement conseillé de limiter ses déplacements dans les 2 départements et de ne surtout pas s'engager à pied ou en voiture sur une voie immergée ou à proximité d'un cours d'eau. Un véhicule, même un 4x4, peut être emporté dans 30 cm d'eau, rappelle la préfecture. On parle politique maintenant. Après la balme de Sillingy, Annemasse, les élections municipales d'Annecy seront-elles annulées? Le tribunal administratif de Grenoble devra trancher. L'audience avait lieu à 14 h aujourd'hui. Le rapporteur public a demandé le rejet du recours de Jean-Luc Rigaud, le maire sortant au mois de juin dernier. Le juge du tribunal devra donc trancher, lui, le délai de 15 jours. L'ancien maire d'Annecy conteste le résultat des élections de juin, vous le savez, sur la base d'une abstention record, 64,35% dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire. Jean-Luc Rigaud dénonce aussi certaines pratiques de la part de l'équipe du nouveau maire François Astorg. Victoria Lopez a contacté Jean-Luc Rigaud ce soir à l'issue de l'audience. On l'écoute. La manière dont se sont déroulées les élections, notamment la députée Frédérique Lardet a utilisé sa permanence parlementaire pour faire des réunions de campagne électorale, son attaché parlementaire qui a participé à l'ensemble, et ce sont des personnes et des moyens qui sont payés par l'Assemblée nationale, donc par les fonds publics, et qui n'ont pas à être utilisés pour une campagne électorale. Dans la mesure où Mme Lardet a déclaré ça dans ses comptes de campagne, que la commission des comptes de campagne a dit bah voilà, il y a une dépense, elle l'a déclarée, donc ils ont considéré qu'une dépense, une recette allait, et le rapporteur public a dit bah voilà, puisque la commission des comptes de campagne n'a rien dit, il n'y a plus rien à dire sur ce sujet. Bon, malgré tout, ça reste illégal. Moi, j'ai confiance dans le jugement du tribunal de Grenoble parce que, et ça c'est mon avis, mon commentaire, je pense que la légitimité de l'élection, à moins du millième d'écart, elle n'est pas bonne. Et qui que ce soit aux manettes, pour être légitime et pouvoir conduire les destinées d'une ville, eh bien, je pense qu'il faut être assis sur un socle électoral suffisant, ce qui n'est pas le cas. Que le jugement du tribunal est attendu d'ici 15 jours. Les 2 parties auront ensuite la possibilité de contester cette décision devant le Conseil d'État. Affaire donc à suivre. Et pour rappel, les résultats des élections du mois de juin dernier, François Astorg, à la tête de la liste Réveillon à Annecy, a remporté l'élection avec 44,74% des voix. Sa liste a devancé celle de Jean-Luc Rigaud, donc, qui récolte 44,64% des suffrages exprimés. 27 voix les séparent. La liste Les Annéciens, menée par Denis Dupertuis, avait, elle, obtenu 10,61% des voix.
Je vous le disais en titre, alors que le troisième confinement se profile dans les prochains jours, certains commerçants gardent le moral entre adaptation et combativité. Ils refusent de subir la situation et restent positifs. C'est en tout cas ce qu'a constaté Emmanuel Jaude cet après-midi au cœur des vieux quartiers de Chambéry. Dans les rues du Vieux-Chambéry, on refuse de se laisser abattre par la morosité ambiante. Car si la situation sanitaire touche tout le monde, cela peut parfois aussi être un moteur pour innover ou se réinventer. Le contexte, il est celui qu'il est et je peux malheureusement pas beaucoup agir à mon niveau sur ce contexte-là. Et ensuite, après, il faut peut-être regorger encore plus d'innovation et d'imagination pour essayer de proposer des plats. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment dans un cadre de construction d'une manière de travailler et en étudiant plusieurs solutions. Alors, le plat emporté s'imposait de fait, et ensuite de travailler sur des solutions avec des livraisons à terme. Et après, il faut avoir envie, en fait. Moi, je suis bien contente parce que les gens qui viennent, ils sont contents de venir, de prendre un plat, et après, ils nous disent que c'était bon. Donc là, oui, ça me fait plaisir. Donc, j'ai envie de plus faire plaisir encore. Un état d'esprit positif qui peut, selon ses adeptes, triompher de nombreuses situations, malgré l'évolution des mœurs et des habitudes de consommation. Ça a dirigé les gens vers Internet, ça faut pas se le cacher, ça a dirigé les gens sur Internet. Donc nous, on est tout le temps là, on essaie d'être ouvert quand on peut ouvrir. Même si on peut limiter les gens dans le magasin, on peut quand même ouvrir, surtout quand on a des masques. Donc je pense qu'on doit ouvrir, et puis il faut garder le contact. On est en train de s'isoler et il faut garder le contact. Donc, pas besoin d'être une dizaine ou une vingtaine, on attend. Et puis voilà, s'il faut se donner des rendez-vous, on se donne des rendez-vous. Mais il faut continuer à travailler, à se rencontrer, à travailler, quoi, tout simplement. Alors, troisième confinement ou pas, ces professionnels continueront donc à faire leur possible pour continuer à exercer leur activité, même si le flou qui règne sur le futur commence à peser par moments. Quand il faut résister, il faut se donner les moyens de résister. Aujourd'hui, on est face à quelque chose de très compliqué. Donc, j'aimerais pas être à la place de nos dirigeants parce qu'effectivement, tout le monde avance à tâtons. Simplement, au niveau psychologique, il faut qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, un troisième serait certainement catastrophique pour beaucoup au niveau du psychologique. On va faire comme beaucoup, on va continuer à créer, à diffuser sur les réseaux ce que nous faisons, à expédier, chose que l'on a fait tout du long. Mais ce que l'on a grignoté comme énergie et comme finance, au bout d'un moment, c'est difficile d'aller au-delà. Combien de temps est-ce que ça va continuer ? Une question qui pour l'instant reste donc sans réponse. Malgré tout, les commerçants chambériens continueront à faire face en s'adaptant aux futures évolutions de la situation. Les élus du Conseil Savoie-Mont-Blanc se réunissaient ce jeudi après-midi pour le débat d'orientation budgétaire 2021. Pour l'année en cours, le budget s'élève à 27 millions d'euros. Le secteur du tourisme de montagne représentera 49% des dépenses, suivi par le pôle agriculture et forêt qui représente 23% des dépenses. Au cours des débats, il a également été question des prochaines assises du tourisme qui auront pour mission de dresser un état des lieux de la situation sur un territoire fortement impacté par la crise. On écoute Christian Monteil, le président du Conseil Savoie-Mont-Blanc. Il répond aux questions de Sébastien Germain. L'accompagnement des filières avec un premier pas vers des hypothèses d'intervention autour de l'agriculture biologique. Nous avions le volet agriculture de proximité, agriculture biologique. Et puis sur le tourisme, c'est le gros du budget, avec une montée en puissance de l'agence Savoie-Mont-Blanc, qui a repris en même temps la vocation à la promotion touristique, à la valorisation des produits agricoles du territoire. Nous avons décidé de lancer une réflexion, plutôt que de répondre immédiatement à une question qui est diffuse, qui est mal posée, qui est protéiforme. Comprenons d'abord quels sont les besoins des communes, des stations, des opérateurs, des associations locales, des comités de ski, etc. Et nous allons confier à l'agence Savoie-Mont-Blanc très rapidement une étude sur les difficultés du tourisme de montagne, mais pas seulement, on l'a évoqué cet après-midi, de façon à avoir un plan d'action immédiat et à moyen et long terme. On nous a fait observer, à juste titre, qu'un certain nombre de secteurs touristiques ou liés au tourisme a souffert et souffre encore dans les villes, dans les campagnes. C'est un gros sujet et nous voulons le traiter de façon, comment dire, très pragmatique. On ne traitera le sujet que lorsqu'on connaîtra, lorsqu'on aura fait le tour de ce sujet, on l'aura évalué. On n'a pas envie de déclarer le financement de plusieurs millions d'euros ou dizaines de millions d'euros si nous ne savons pas, avant tout,
où il faut les afficher, avec qui, quelle est la relation avec l'État et la région qui sera primordiale. Apprendre à s'occuper des autres, mais à distance, c'est le défi des étudiants en puériculture, notamment dans ce contexte de crise sanitaire. De nombreuses formations sont affectées par la mise en place des cours à distance. À la maison familiale rurale de Thônes, dans les Aravis, on s'adapte. La majorité des enseignements se fait en visioconférence. Certains cours pratiques sont maintenus dans l'établissement. Victoria Lopez a suivi Déborah en 2e année d'apprentissage. Elle veut devenir auxiliaire de puériculture. C'est le dernier portrait de notre série de la semaine consacrée aux étudiants. Des gestes techniques, des attitudes, des réflexes indispensables, autant d'enseignements que Déborah tente de retenir. Elle suit une formation d'auxiliaire de puériculture dans cette maison familiale rurale. Aujourd'hui en 2e année, son cursus a été impacté par la crise sanitaire. C'est plus facile en fait le dialogue en présentiel. En distanciel, on est derrière des écrans, on a nos caméras allumées mais le micro coupé. C'est-à-dire qu'en fait on n'ose pas forcément parler. On est chez nous, donc c'est pas le contexte de travail. Quand on est ici, on sait qu'on est en cours, on arrive à se concentrer plus facilement. On est quand même dans une formation de social. Et moi je trouve ça vraiment important d'avoir quelqu'un qui nous raconte. Il y a un contexte, la personne nous fait parvenir son vécu, alors qu'à distance, souvent, c'est des choses qui ne sont pas faites. Malgré tout, les cours par visioconférence restent la règle. Concrètement, on ne peut pas forcément dire que nous, on a eu de difficultés. Alors à part, bien sûr, après, les difficultés de tout ce qui va être réseau. C'est vrai que nous, cette année en plus, on a pu mettre en place, par le biais des OPCO, donc des employeurs, le financement de certains ordinateurs pour les élèves qui n'avaient pas les moyens de pouvoir se connecter. Donc ça a été aussi un plus. On a eu, nous, du matériel spécifique pour pouvoir faire des vidéoconférences dans de bonnes conditions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la problématique pour nous. On est organisé, on a réorganisé notre plan de formation. Certains travaux pratiques sont tout de même organisés au sein de l'établissement. Par petits groupes, à tour de rôle, les étudiantes sont ainsi formées aux gestes fondamentaux de leur futur métier. Ce qui va être plus compliqué, c'est ce qui s'est passé pendant le premier confinement, mais qui se repasse actuellement, c'est le stage en fait. Parce que quand les lieux de stage ne peuvent pas prendre les élèves, c'est là où du coup ça met un peu un frein à la formation. Ça n'aura pas forcément eu de retentissement sur nos élèves de 2e année là qui sont actuellement présentes, parce que pour le coup on a pu faire différemment. L'avantage qu'elle soit sur 2e année, on a pu répercuter des stages sur des périodes plus tardives. Déborah travaille depuis le début de sa formation dans une crèche. J'ai la chance de pouvoir encore travailler du coup dans la crèche et d'avoir un contact avec mes collègues, les enfants. Mais sinon, c'est pas facile. On se sent loin de tout, en fait. On est loin de nos amis aussi. C'est important quand on vit plus chez ses parents d'avoir quand même un lien social que là, on n'a plus du tout. Et du coup, c'est pesant, en fait. Dans un échange téléphonique avec un youtubeur dont la vidéo sur la détresse des étudiants est devenue virale, le Premier ministre a évoqué la possibilité, en cas de reconfinement, de continuer à permettre aux étudiants d'aller 1 jour par semaine en classe, une mesure qui pourrait remettre un peu de baume au cœur à cette jeunesse inquiète. Et notre invité du jour aussi souhaite apprendre et surtout transmettre. Christophe Tollet, alias Papa Viguéré, les mois de confinement vous ont fait réfléchir et vous avez décidé de rendre l'économie intelligible, accessible, vaste programme. L'économie pour les nuls par un nul, c'est comme ça que vous décrivez ce que vous faites. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes originaire de la mode Servolex, vous ne venez pas du tout du monde de l'économie, mais de celui de la culture. Vous travaillez notamment avec des compagnies de spectacles vivants ou encore dans le cinéma. Pourquoi avoir choisi l'économie, tout simplement ? Eh bien, à la base, c'est parti d'inquiétudes liées au réchauffement climatique. Qui m'ont fait partir dans des réflexions que je me suis mis à partager avec mes amis sur ma page Facebook. Et puis, ces inquiétudes m'ont amené à m'interroger à la place de l'économie dans cette problématique. Et puis, peu à peu, l'économie a pris plus de place encore dans mes interrogations. Comment on fait pour vulgariser l'économie quand on n'est pas issu de ce secteur-là ? Alors, j'ai imaginé une méthode de vulgarisation qui s'appelle la théorie des corps économiques,
C'est une idée bizarre. L'idée, c'est qu'on pourrait représenter l'économie à travers une foule de corps économiques. Un corps économique, c'est des représentations humaines avec des petits bonhommes, il peut y avoir par exemple l'État français, une entreprise, une voiture, tout ça c'est des corps économiques. Et chacun partage des aptitudes physiologiques, ils ont besoin de manger, donc l'économie rentre par le système digestif et ça ressort par le muscle. Enfin voilà, c'est un système assez ludique pour représenter l'économie. Et donc ça se passe via des vidéos que vous mettez en ligne sur YouTube. On en regarde un petit extrait. C'est un phénomène naturel. En fonction de sa constitution, chaque corps économique ne peut pas porter plus que l'énergie dont il a besoin. Pour supporter un trop-plein d'énergie, un corps économique devrait grossir énormément sa masse musculaire, il devrait se dépenser continuellement de façon à ne pas faire exploser les limites de sa physiologie. C'est pourquoi il construit un capital, il fait ressortir le surplus, il le pose, il le dépose. Mais pour éviter le vocabulaire scatologique, nous n'utiliserons pas le mot excrément, nous parlerons plutôt d'excédent. Alors on le voit, il y a de l'habillage, il y a de l'animation, il y a un décor. Comment vous les construisez, vos vidéos? Comment vous choisissez aussi les sujets? Eh bien, les sujets, peu à peu, je construis, j'analyse différents corps économiques. Tout le mois de février, je vais parler du corps économique de la France. Donc, il y aura un épisode sur les impôts, donc l'argent qui rentre dans le système digestif, un épisode sur les muscles de la France, c'est-à-dire ce que fait l'État de cet argent. Puis, je vais mettre à faire des épisodes sur les entreprises, sur l'évasion fiscale, sur les banques centrales. Je me suis fixé une trentaine d'épisodes déjà, là, mais c'est possible qu'il y en ait plus, parce que plus je creuse, plus il y a des choses qui apparaissent. Et l'objectif, c'est de vulgariser, d'expliquer pour pouvoir, vous disiez tout à l'heure, c'est parti de votre inquiétude sur la situation de l'environnement. L'objectif final, disons, il est où? Moi, je me suis mis à imaginer vraiment un truc très abstrait, grâce auquel, d'ailleurs, je me suis mis à discuter avec des économistes comme Christian Chavagneux, avec pas mal de gens, des climatologues, beaucoup de gens. Tout ça est tiré de l'idée étrange d'imaginer des nouvelles règles économiques mondiales, parce que finalement, on voit bien que d'un point de vue politique, c'est très compliqué d'imaginer quelque chose. Justement, l'économie contraint les actions politiques. Et du coup, si finalement on agissait directement sur l'économie, on arriverait peut-être à imaginer une solution pour faire face au réchauffement climatique. Est-ce que ça, pour le moment, ça vous a apporté un nouveau regard sur votre secteur initial, qui est celui de la culture, qui vit des mois forcément très compliqués? Est-ce que vous avez prévu de vous pencher sur l'économie de la culture? Oui, je vais en parler. D'ailleurs, dans l'épisode où je parle des muscles de la France, j'égrène tout le budget de fonctionnement en montrant où est-ce que ça crée des emplois, tout ça. Donc, je parle effectivement de l'activité économique de l'État français en faveur du secteur culturel, et c'est très important. Il en découle beaucoup d'autres activités économiques d'ailleurs. Mes interrogations sur le secteur culturel, oui, je suis inquiet de la situation dans laquelle on est. Mais finalement, je transforme cette période en une période très foisonnante pour moi, en tout cas, avec ses recherches, avec ses réalisations, quoi. Très rapidement, un mot avant de vous laisser. Peut-être un mot sur l'alias que vous êtes choisi, Papa Vigueré. Oui, alors vous dites Vigueré, moi je dis Vigéré. Je ne sais pas trop comment il faut le prononcer. Les cours de latin sont un peu loin. Désolée. C'est ça. Alors c'est un mot latin. Et je pense pas que d'ailleurs, moi je dis Vigéré, mais je crois pas qu'il faille dire ça. À mon avis, vous avez plus raison que moi. C'est effectivement un mot latin, Vigéré, qui signifie être bien portant, être en pleine forme et vigilant. C'est un mot qui a donné le mot veiller, comme surveiller, et apparemment on s'en servait pour parler des personnes qui étaient sur les barricades des châteaux pour surveiller ce qui se passait la nuit, tout ça. Et c'est le nom que j'ai donné d'abord à un blog sur lequel j'ai partagé mes écrits, et je me suis dit, bah tiens, comme blase de youtubeur, je vais choisir ça, comme ça si les gens
commencent à s'intéresser à la chaîne, quand ils feront la recherche, ils tomberont soit sur, comme c'est un mot bizarre qu'on ne trouve nulle part, ils tomberont soit sur la chaîne YouTube, soit sur la page Facebook, soit sur le blog. Eh ben, merci beaucoup. Et puis donc on retrouve une nouvelle vidéo chaque samedi à 10h45 pour mieux comprendre l'économie qui nous entoure. Merci beaucoup Christophe Thollet, merci. On va se quitter avec des images de montagne et surtout de la musique suite aux dernières annonces du gouvernement. Le festival de musique classique Classicaval, initialement prévu cette semaine à Val d'Isère, a été annulé. Pour marquer le coup, un mini-concert enregistré dans l'église baroque Saint-Bernard de Menton au cœur du village a été diffusé en ligne mercredi soir. L'invité d'honneur du festival, Volkar Stöd, premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, et le trio Georges Sand ont enregistré 2 œuvres. On les écoute. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est la météo. Juste après Panorama. Passez une très belle soirée.